Salut les zombies, encore une émission exceptionnelle aujourd'hui, mais avant, on m'a dérangé chez moi pour que je vous lise un communiqué. Mais c'est simplement pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui est présentée en partenariat avec Film Fanatique du marché Opus Saint-Michel au local 240 à 5 minutes du métro. Vous pouvez pas vous manquer. Ils sont là pour de la vente, de l'achat et des échanges de films en tout genre. C'est parfait. Allez-y, ils sont excellents. Ensuite, on a Horreur Fanatique, la boutique connue aussi de jouets, de plein de choses en tout genre, au même endroit, juste en face, en fait. Mais ils font aussi un encan sur leur site internet, horreurfanatique.ca, tous les samedis de 18h à 23h. Donc ça aussi, ne manquez pas. Et on a aussi nos amis de la microbrasserie des bières philosophales de Mirabel. Là aussi, c'est pareil, allez-y, boire un coup, ça va être parfait. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'émission commence. On y va. Bonjour tout le monde et bienvenue à Sur la route de l'art. Je voulais faire une voix radiophonique, ça marche pas pendant tout. Ça grichait pis tout. Oui, avec une voix avec ben de la baisse. Je recommence. Salut tout le monde. Hey, ça va bien les boys? Oui, Ben ça va ouais, bien. Ouais. salut! Salut les zombies! Mais là, franchement, c'est quoi ce que tu nous fais, Steve? J'essaie de divertir un petit peu, là, de changer la formule. Mais non, en fait, on change pas la formule parce que on commence ça tout de suite avec le tour de table horrifique, hein? Non, je suis désolé. On va peut-être présenter l'invité d'abord, non? Je savais que tu allais dire ça, mais oui, en fait, je voulais voir si Elzom Blanc y suivait, parce que l'autre fois, il ne suivait pas. Non, en fait, super chaud cette semaine, c'est notre 20e show de suite, 20e semaine, c'est très content d'être avec vous pour une 20e semaine. Et cette semaine, en fait, on enregistre le show aujourd'hui, mais en fait, cette émission-là va être diffusée. Vous écoutez cette émission-là, le c'est sous. Fait qu'hier, le Festival Fantasia a ouvert ses portes pour sa 25e édition avec la première de Brain Freeze. Et la semaine dernière, on a reçu Julien Knafo qui est venu nous parler de Brain Freeze. Puis cette semaine, on s'est dit, on va inviter Monsieur Fantasia, Marc Lamotte va être avec nous pour nous parler de lui, de DJLCL5, de Fantasia, de plein de choses. Fait que ça va être super excitant. Donc, vas-y, yes. Zomblard, là, avec le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Au dernier épisode, je vous ai parlé de t-shirts. Il y avait une place qui s'appelait Redbubble, puis j'ai commandé là, je voulais savoir que ça avait de l'air. J'ai reçu mes t-shirts et laissez-moi vous dire que je suis très satisfait de ce que j'ai reçu. La grandeur est extra. Oui. Ici. Audrey. Ça, c'est un des t-shirts. Nice. Ensuite, j'ai reçu celui-ci. Best Summer Ever, Can Crystal Lake avec du sang partout. Avec du sang partout. J'ai reçu un t-shirt de un de mes films favoris. Gremlins. Comme écrit en japonais ou en coréen? Je pense que c'est en japonais celui-là, je ne suis pas très certain. Et le dernier qui m'a fait très bien rire. The Never Ending Story, mais c'est pas le dude de... C'est celui de Stranger Things parce que ça fait référence à sa petite toune qu'il chante dans Stranger Things 2 et j'ai trouvé ce moment-là tellement drôle. Et j'ai décidé moi aussi de commander des films. J'ai un ami, Real Canadian, qui vendait des films et puis j'ai pris Campfire Stories parce que ça fait un petit bout que je l'avais écouté puis je voulais le réécouter, je voulais voir que ça avait de l'air. Et Decoys, qui a été tourné à Ottawa, puis c'est une des raisons pourquoi que je l'ai pris, mais c'est aussi un très bon film, moi je l'ai beaucoup aimé. Et quand j'utilise ma carte Visa,
Je ramasse des points, puis à un moment donné, je m'achète une carte Best Buy pour acheter des films de Scream Factory ou Arrow. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec un film qui s'appelle Bug, que je n'ai jamais vu. J'ai hâte de le regarder. C'est inacceptable, ça, que tu aies un film que tu n'as jamais vu. C'est ma semaine! Cool. Good. Hey, une belle pêche. En fait, tu es allé à la pêche aussi, en plus, cette semaine. En plus. Mais moi, je préfère cette pêche-là, par exemple. Ouais. Moi, je me suis gâté vraiment. Moi, je vais faire des tours des fois au Renaissance. Puis là, je check dans les bins usagés. J'ai trouvé la trame sonore de Beetlejuice en CD. J'ai trouvé aussi Night of the Hunter, film de 1960, si je ne m'abuse. Vraiment, vraiment nice. Ça, c'est vraiment un film creepy pour l'époque. Darkman 2, le retour de Durand. Je pense que je l'avais pas, mais là encore, ma collection est dans les boîtes, fait que je suis pas sûr. Hey, ça, je l'avais juste en VHS V. La série V, là, c'était trop bon avec Robert. On parle de Englund. la vieille série? Oh, oui, exact, l'original. Okay. Aussi, j'ai trouvé la série télé Robocop, ils ont fait des genres de versions film, là, puis c'est tellement pas bon, mais tu sais, j'en ai besoin pour mettre dans ma collection. Ouais, exact. Puis là, je vais me tasser juste un peu. J'ai fait une pêche miraculeuse sur Marketplace. Un dude vendait ça à des prix ridicules. Là, je suis en train de pointer des figurines de NECA, des Deluxe, tu sais, des Ultimate, là, de Pan's Labyrinth, Predator 2, It, la version de 90, et The Texas Chainsaw Massacre, un méga beau Leatherface avec un beau tablier en cuir, du faux cuir évidemment. Vraiment une belle figurine, mais le clou de ma semaine, c'était vraiment d'aller chercher ça ici. Ça là, c'est la Queen de Aliens, mais la version action figure de 1991, quand ils ont décidé de marketer les jouets pour les enfants de 4 ans et plus. Montre-nous ça. Oui, tu veux la voir? Oui. Okay. Moi, pendant que tu es en train de le développer, j'ai une question pour toi. C'est quand tu prends ton bain, tu joues-tu avec tes bebelles? Non, je n'avais pas pris de bain depuis 1988, je pense. Là, je ne la sortirai pas de la boîte parce qu'elle n'est pas montée, mais il y a de la glu, puis il y a encore la petite boîte de glu dedans. Il y a la vraie glu là, qui sort. Oh, mais la boîte de glu, elle doit être un petit peu... desséchée, ouais. Kenner, il faisait vraiment des beaux jouets à l'époque. Puis ça, c'est huge. Je ne sais pas comment ils vendaient ça quand on était petit cul, mais on était clairement... c'était clairement trop cher pour nos parents. Puis juste pour le plaisir, j'ai trouvé un petit lot de Ghostbusters. Là, j'ai un petit Slimer magnifique. Puis là, je me suis trouvé plein de... En tout cas, je ne vous montrerai pas tout parce que là, ça va durer jusqu'à demain. Fait que oui, le collectionneur est très content. Belle semaine de bébelles et de films et de belles figurines de luxe. À prix très modique. Hey, pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Là, en tout cas... C'est ça. c'est ça. Disons qu'il y en a un qui aurait pu te coûter ce prix-là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Mais c'est la beauté de Marketplace. Puis des fois, c'est des gens qui veulent donner au suivant. Puis ils décident de s'en débarrasser. Moi, ma petite semaine, je viens de recevoir 2 paquets. Fait que je me rappelle plus c'est quoi. Je vais les déballer avec vous autres. Un petit unboxing. Unboxing. C'est sûr qu'on va avoir plein de membres sur YouTube. Oh, dis donc, on est super excités. Unboxing, reaction shot, tu sais, tout le kit. Là. Fait que là, je vais ouvrir ça. Là, ça va être, moi, je gage que c'est un film que Steve a déjà dans sa collection, qu'il a oublié qu'il avait déjà acheté puis qu'il l'a jamais vu en plus. Je suis d'accord. Return to Horror High avec Mr. George Clooney. Ça, donc, on va réagir à l'unboxing. Très désagréable. Et ça, c'est le premier film. Et le deuxième, on va l'ouvrir. C'est un bon choix jusqu'à date, en tout cas. Ouais, mais il me semble que l'autre aussi est quand même assez intéressant. Et ben oui. The Prowler. Je l'ai jamais vu, ce film-là. Ben, ça, moi non plus. Les gars, si vous êtes in for a treat, ça, c'est de Joseph Zito qui a réalisé Friday the 13th Part 4. Puis, sérieux, c'est de la puissance. C'est Tom Savini qui a fait des effets spéciaux, puis c'est tellement gore. Là. C'est un des plus brutaux slashers des années 80. Ça, c'est 81, ça. Oui, effectivement, 89 minutes en couleur. Donc voilà, ben, c'était ça ma petite semaine. Moi, j'ai reçu 2 films aujourd'hui. Donc, c'est à peu près tout. Et M. Zomblard qui va venir... Ouais, ben moi, j'ai pas grand-chose parce que vu le tarif que vous me payez, j'ai pas les moyens de m'acheter tout ce que vous avez. Alors, je vous montre juste une belle petite statuette que j'adore.
Oh, The Pink, wow! Beaucoup. J'ai jamais vu ça. C'est voilà, qui fait ça? C'est qui? C'est pas moi, je te le dis. Voilà, c'est tout pour ma semaine, merci. Salut magnifique. Les zombies. Good. Bon, ben, c'est maintenant le temps d'introduire notre invité de la semaine, M. Marc Lamotte. Marc, comment ça va? Marc. Hey, bonjour, Marc. Allô. Salut. Écoute, content d'être avec vous. Merci. Merci. Même chose. Très content de t'avoir sur le show. Sauf Martin, Steve, toujours un plaisir de vous voir. Non, c'est qu'on se voit depuis 2 ans. De tout, symboliquement, pour vrai, pour pas vrai, je veux dire, c'est 2 ans que je vois vos faces pour la première fois. Effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va peut-être se croiser à Fantasia cette année parce que il va y avoir des live screenings. Ça va être vraiment le fun. Mais avant qu'on parle de Fantasia, là, bon, tout le monde connaît Marc Lamotte, mais moi, j'avais la première question que je voulais te poser, Marc. Je vais te demander là, comment que le Marc Lamotte là, des années 90-95, quand il était jeune, là, comment il est devenu le Marc Lamotte que tout le monde connaît présentement, qui travaille à Fantasia, qui fait DJ LCL5, puis qui est connu par tout le monde dans le milieu du genre au Québec? OK. C'est pas facile à répondre, mais je vais faire une éclipse. On va faire une éclipse, puis tu vas comprendre. Vers 1987, il y avait un club vidéo à Brossard qui s'appelait Santo Vidéo. C'était sur la rue Lapinière. Ce club-là était tenu par un certain Pierre Corbeil. À la caisse, il y avait un certain Martin Sauvageau. Le gars qui rangeait les films, c'était un certain André Dubois. Okay. Il y avait un gars aussi là-bas qui, écoute, la gang de Fantasia, en fait, est née à ce club vidéo-là qui a existé de 87 à 91 à peu près. À Brossard. À Brossard, sur la rue Lapinière, de toutes les rues. Wow! Santo Vidéo, comme vous l'aurez deviné, c'est un film qui était spécialisé dans les comédies. Non, c'est un film qui était spécialisé justement dans les films de genre, parce qu'il n'y avait pas de films de genre, puis c'était une époque où, à part la boîte noire, tu sais, tu allais dans les super clubs, dans un club vidéo, les choses étaient classées par acteur ou par genre, mais c'était pas vraiment rigoureux comme classification. Et Santo Vidéo est arrivé, mais on a décidé de classer par réalisateur, par genre, par sous-genre. Tu sais, tu as une section pour les post-apocalyptiques. Regarde. Ah ouais. On n'avait pas ça, tu sais. Fait que je suis devenu ami avec ces gens-là à force de les côtoyer. Et je me suis dit, Chris, ils sont cool. Quelques années plus tard, je les retrouve en 96, puis c'est eux autres qui organisent Fantasia. Cette passion-là du cinéma qu'ils avaient, cette passion-là du cinéma qu'on avait ensemble, parce que je les ai côtoyés, je les ai connus. On se faisait écoute, on regardait des films en arrière du club vidéo le soir, on avait bien du fun. Puis c'est Martin Sauvageau qui, à un moment donné, est arrivé avec un film de John Woo qui s'appelait The Killer. On l'a regardé 2 fois. On l'a regardé 2 fois de suite pour être bien sûr qu'on a compris ce qui venait de nous arriver, parce que c'est quoi ça? Puis, tu sais, je te dirais que c'est 15 minutes avant que Tarantino arrive, c'est 15 minutes avant qu'on découvre tout ça. Et donc, puis au début, on ne savait pas trop c'était qui les réals, fait qu'on louait tous des films avec Cheyenne Fat à la boîte, puis ils étaient tous bons, calice. Après ça, on a découvert qu'OK, il y a Ringo Lam, il y a un tel. Puis ces gens-là, on a continué à aimer le cinéma en parallèle. Moi, je suis allé travailler en marketing, j'ai travaillé en publicité, j'ai travaillé en marketing pendant des années. Puis en musique aussi, tu as eu ton label? C'est ça, puis à un moment donné, j'étais tanné, dans le fond, de faire du marketing puis de faire vendre des boîtes de petits pois. Fait que j'ai décidé que j'allais moi aussi m'investir. J'avais des amis qui avaient des groupes, Barf, que vous connaissez peut-être, Oblivion. Fait que tous ces artistes-là étaient sur un label à l'époque qui s'appelait Cargo, qui a fait faillite. Fait que moi, j'ai eu l'intelligence de dire, je vais tout prendre ces bandes-là, je vais me partir un label, puis on repart la musique, ces bandes-là. Écoute, j'ai pas besoin d'investir. Tout le monde connaît bien. Tout le monde qui aime le métal ou la bonne musique. L'underground, ouais. Connaissent ces groupes-là. Fait que j'ai pas investi pour les faire connaître et à développer. On a juste à développer ensemble à partir de plus gros à plus gros. Fait que oui, j'ai eu Pressplay, merci, Pressplay Productions, à la fin des années 90. Donc, je gérais des groupes, j'avais une étiquette de disques, je gérais toutes sortes de choses. Puis tu étais DJ un peu aussi. Oui, ça, j'ai toujours été DJ. Écoute, j'ai à peu près tout fait sauf être chauffeur de taxi. Fait que oui, écoute, juste te donner une idée, pendant que j'allais au cégep, je travaillais dans un magasin de disques. Puis le soir, journaliste?
j'étais DJ, puis en plus, j'étais journaliste pour aller voir des films, faire des chroniques. Regarde, l'énergie de la vingtaine, ça me manque en tabarnak. On était capable de faire autant de choses. Puis, ben Steve, tu le sais, quand tu étais à Space, tu voyageais à Montréal, Montréal-Saint-Jean tout le temps, puis tu faisais des films, puis t'en fais encore, mais je veux dire, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a une énergie qu'on a perdue. Puis Fantasia m'a gardé mon énergie de ma vingtaine puis de ma trentaine en quelque part. C'est ça la beauté de la chose. Fait que oui, mon étiquette a fermé vers 2001. En fait, tous mes artistes se sont séparés en même temps. Fait que j'ai décidé que moi aussi, je me séparais dans le fond du label. Pierre, je suivais de proche ce qu'il faisait avec Fantasia parce que de 96 à 2001, je me tenais là, je voyais en moyenne 30 films par soir. À l'Impérial. À l'Impérial. Je travaillais un peu pour eux autres, je les connaissais, donc je corrigeais par exemple les erreurs d'orthographe. J'en corrigeais quelques-unes, j'en faisais des nouvelles, tu sais, c'était un peu ça le deal. Puis en 2001, ben Pierre, quand il a vu que j'avais fermé mon label, il dit écoute, j'aime beaucoup ton approche du marketing, c'est peut-être un peu ce qui manque à Fantasia, d'avoir quelque chose de plus organisé autour du marketing, une réflexion, puis peut-être quelqu'un qui va gérer le marketing en même temps que nos publicités. Fait que j'aimerais, puis en plus, bon, je connaissais des gens encore en agence de pub, j'étais encore pertinent dans le milieu. Fait qu'écoute, l'offre est arrivée. Tu es arrivé en 2003, c'est ça, Fantasia? Je suis arrivé en 2002, mais malheureusement, je suis arrivé l'année qu'on n'a pas eu lieu parce qu'on a perdu l'Impérial. Ouais. Donc, c'est ça, Fantasia, de 96 à 2001, on ouvre des parenthèses qu'on ne fermera pas. De 96 à 2001, Fantasia était à l'Impérial, mais en 2001, l'Impérial, pour des raisons de rénovation, a dû fermer. Parce que c'est un vieil édifice historique. Donc, en 2002, on n'a pas pu avoir lieu parce que les rénovations n'étaient pas prêtes pour Fantasia. Puis écoute, Fantasia, là, c'était tout un grand questionnement pour nous. On peut-tu le déplacer? On peut-tu aller ailleurs? Est-ce qu'on va aller d'un cinéma Gouzeau? Non. Est-ce qu'on va aller dans un cinéma à multisalle? Non, je dis ça de façon ironique, mais tu sais, un cinéma qui a 12 salles, tu as Fantasia dans la salle 2, 4, 8, 9. Non, puis ça marche les autres salles, c'est pas ça, ça marche pas. Le secret de Fantasia, c'est une grande salle que tu as envahie pendant un mois, puis tout le monde est là et la mobilisation du lieu, puis le fait que c'est un lieu un peu underground, que c'est un lieu. C'est des lieux de projection de qualité, mais qui n'appartiennent pas à des grandes chaînes de cinéma populaire. Ça, je pense que le public appréciait ça de nous. Le côté indépendant. Fait que moi, je suis rentré en 2002, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'édition en 2002. En 2003, on a réussi finalement à se situer à l'Université Concordia. Écoute, c'est un des plus beaux jours de ma vie. La pré-vente, quand elle a commencé en 2003, Pierre et moi, on avait tellement peur. C'était vraiment l'année du Phénix. Ça passe ou ça casse. C'était pas évident de déplacer l'ambiance de l'Impérial à Concordia, puis c'est encore moins évident que le public allait nous suivre. Tu sais, c'est-tu des salles de cours, c'est un vrai cinéma. On avait bien peur que ça atteigne vraiment notre événement. Puis écoute, il y a eu autant de monde à une salle qu'à l'autre. Ça démontre d'une part que le public de Fantasia est très, très fidèle, puis que le party, il pogne peu importe où il y a lieu, parce que le party, c'est le monde qui le fait. C'est ça, puis c'est la programmation avant tout. Là. C'est la programmation avant tout, puis c'est le monde, puis c'est l'ambiance. Fait que c'est quoi qui a amené cette Marc Lamotte-là? Ben c'est ça, c'est qu'en 87, je jouais des films vidéo d'un clip qui s'appelait Santo Vidéo, qui appartenait à des amis qui ont fondé Fantasia. En 2001, j'ai pu me réinventer dans ma vie en travaillant pour le festival Fantasia, parce que je voulais plus travailler en pub, je voulais plus travailler en marketing. Ça m'écœurait pas, mais je me voyais plus dans ce milieu-là. Fait que Pierre m'a fait une place. Fait que Fantasia a changé ma vie de tellement de façons. J'étais un cinéaste frustré, je n'ai jamais fait de grands films, mais avec DJ XL5, j'ai eu la chance de faire du montage puis de faire des programmes. Donc, ça a comblé en moi l'artiste, ça a comblé en moi l'homme d'affaires, ça a comblé en moi le faiseur de party, le tripeux, l'organisateur. Et comme je te dis, cette énergie-là de la vingtaine, mais le fait, à Fantasia, regarde, on est vieux, Pierre puis moi, on a passé 55 ans. On travaille avec des jeunes dans trentaine, puis on n'arrête pas de nous injecter cette énergie-là. Regarde, John. Groundé, on en donne, mais on en reprend, on en reçoit beaucoup aussi. Puis là, je veux dire, on travaille avec des milléniaux, fait que c'est avec des milléniaux, oui, fait que c'est encore une autre façon de travailler, c'est toujours une adaptation. Mais Fantasia ne change pas, ça reste un idéal. On a commencé ça à quelques gars dans un salon. C'est rendu quelque chose d'énorme avec 125 employés et un budget de presque 3 millions. Puis l'esprit du festival est resté le même parce que c'est le public qui a su. Puis encore là, c'est pas les mêmes gens qu'en 96 qui viennent aujourd'hui, mais le festival a su se renouveler. On est chanceux. Les cinéphiles montréalais sont bien cool. La plupart des gens autour du monde vous le diront.
Un réalisateur qui arrive à Fantasia, il se sent comme Mick Jagger pendant 15 minutes. Il se sent pas comme un réalisateur de film. À Toronto, ça fait ça. Tout le monde est debout, puis ça crie. Nous, on a eu... Il y a de l'amour, c'est cet amour-là qui nous nourrit, puis écoute, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de cet amour-là, Chris. C'est clair, hein? On a besoin de ça, cette dose de foule, de l'énergie de Fantasia. Moi, j'ai hâte d'aller voir un vrai screening. C'était le fun l'année passée de pouvoir l'écouter de chez nous. Au moins, il y en avait un pareil, un festival, mais... Non, ça a un avantage, mais c'est le seul. Mais oui, comme Steve, je pense qu'il allait parler de la première de Hail to the Dead, peut-être. Non, en fait, tu parlais de réalisateurs qui viennent. On a reçu sur le show Lowell Dean qui a fait Wolf Cup, puis Another Wolf Cup, puis il nous disait, quand que je suis arrivé pour Wolf Cup, il y avait un gros line-up comme incroyable à côté de la salle, puis je me disais, oh my God, mais c'est pour quel film? Puis quand tout le monde disait, genre, ben on s'en vient voir Wolf Cup, puis là, j'en revenais pas. Il a été voir chaque personne un par un, puis il a remercié de venir voir son film, tu sais. Fait que, mais c'est vrai, tu sais, on se promène un peu partout. Oui, j'ai accroché ma caméra. On se promène un peu partout. Nous, quand on va dans les conventions... que tu dois poser des questions en rafale, mec. Ben oui, là, je vais les poser tout de suite après, quand je m'en allais dire qu'on se promène un peu partout, puis à chaque fois qu'on dit qu'on vient de Montréal, tout le monde, c'est comme « Oh my God, on aimerait tellement ça aller à Fantasia » parce que, en premier, le monde tripe sur la ville. La ville de Montréal est très, très, très aimée des Américains, mais le festival est réputé, ça n'a juste pas de sens. Comme disait El Zamblar, oui, vas-y Marc, je te laisse. Okay, non, ça démontre cette Fantasia, c'est ça qui est cool, c'est que c'est devenu un branding qui est dur à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais ceux qui sont là, c'est tellement cool. Puis ça démontre, tu sais, ça a l'air vaniteux ce que je veux dire là, mais tu sais, le Cirque du Soleil a réussi à se réinventer, pas d'animaux, juste avec des trapèzes, des artistes. Au Québec, quand on essaie de réinventer des choses, parce que Fantasia, c'est une invention, le cinéma de genre n'existait pas avant, ou un festival qui célébrait tous les genres, ça existait juste fucking pas. Tu avais des festivals d'horreur, tu avais des festivals de science-fiction, tu avais des festivals d'action, mais un festival qui embrasse tous les genres comme on le faisait, ça n'existait pas avant, puis maintenant, il y en a au-dessus de 125 à travers la planète. C'est ça, pour moi, le grand impact et le grand triomphe de Fantasia. On a légitimisé une expression qui n'existait pas, cinéma de genre en français. En anglais, genre film, ça existe, mais en français, ça ne voulait pas exactement dire la même chose. Puis on a créé un événement. Écoute, tous les genres existent à Fantasia, puis ils sont permis. Puis les gens embarquent dans ce stuff-là, puis ils ont du fun. On n'a rien enlevé au FNC, au FFM, au Rendez-vous du cinéma québécois. La place pour tout le monde. Faire leurs affaires, puis nous, ben, on a mis le doigt, puis on sert un public qui est appréciatif, qui a du fun, puis qui n'est pas bien servi par les autres grands festivals, qui souvent snob, oublient, ou aiment carrément pas le genre de film que nous, on présente. Là. Fait que c'est... Mais le vrai triomphe, c'est le public qui nous suit. C'est ça qui est beau. Ils nous suivaient quand on faisait juste des films de karaté. À cette heure, ils nous suivent encore. On fait des affaires expérimentales, sont là. La vraie star, c'est le public. Ah, c'est vraiment vrai. Ouais, d'accord. Écoute, mais là, présentement, la star, là, ce soir, c'est toi, Marc. Là, on veut te poser des questions en rafale. C'est le temps des questions en rafale, mon Marc. Vas-y. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Je t'ai préparé une couple de petites questions, Marc, puis j'ai essayé de poser des questions que je ne savais pas les réponses parce que je te connais quand même un peu, puis je veux avoir des nouvelles, la nouvelle connaissance de Marc Lamotte. Mais tu parlais que Fantasia, justement, est un cinéma, est un festival qui a tous les genres. C'est quoi ton genre préféré? Oh boy! Ça, c'est vraiment dur. Écoute, j'aime beaucoup les films stylisés. Wes Anderson, Mario Bava. J'aime pas un genre en particulier, mais j'aime les films qui sont très stylisés. La couleur prononcée. Moi, ça ne me dérange pas que tu me rappelles que c'est du cinéma, je le sais. Les effets de style. Regarde, Punch Drunk Love est un de mes films préférés à vie. West Side Story, puis Texas Chainsaw Massacre, le premier. Tu vois, ça, c'est 3 des films que je pourrais jamais me départir. C'est 3 films qui assument les styles qu'ils ont et qui les assument profondément. J'aime les films stylisés. Fait que ce serait ça mon genre, les réalisateurs qui ont le aller jusqu'au bout de leur vision artistique. Je m'en allais te poser la question, ben c'est quoi ton film d'horreur préféré, mais je pense que tu viens de répondre, c'est vraiment Texas Chainsaw Massacre ou tu as quand même un autre film d'horreur que tu pourrais considérer ton film préféré? Blood and Black Lace de Mario Bava. Oh. Et ta décennie préférée, ça serait quoi pour le film d'horreur? On va se concentrer sur l'horreur. Ouais. J'aime beaucoup les années 70. J'aime le pessimisme. J'aime le grain. Écoute...
Black Christmas est un de mes films à vie d'horreur préférés. Je trouve que c'est un bel exemple. Puis j'aime les années 70 aussi, au-delà du pessimisme, c'est que les règles qui allaient être tablées avec les Friday the 13 de ce monde n'étaient pas encore vraiment tablées. On pouvait faire ce qu'on voulait. Fait que ça donnait des films, des fois, avec des structures étranges, excentriques, mais c'est des films qui s'assumaient, c'est des gens qui avaient des visions artistiques, qui voulaient décrire des malaises, des cauchemars à l'écran, mais qui n'étaient pas encore pognés dans la formule du slasher. Bien que j'aime le slasher, mais voilà. Donc oui, les années 70, ça reste, je trouve, elle fun. Bien d'accord. OK, mettons, on est durant Fantasia et là, il arrive une catastrophe dans la ville. Il y a un monstre, quoi que ce soit, qui envahit la ville de Montréal durant Fantasia. Ça serait quoi le monstre qui envahirait Fantasia? Godzilla. Je me disais, c'est sûr qu'il va répondre ça, mais je me pose la question. Il y a déjà eu une espèce de grosse pieuvre verte qui avait un Goldorak qui fightait un poster de Fantasia. C'était-tu comme de 99? Pas loin, il sent quelque part d'ailleurs. Je l'ai roulé à quelque part. Oui. Puis en fait, il y en a eu mais oui, ça c'est en 99. Puis tu remarques qu'il y a Daniel Anti qui tombe, le monstre qui est en train de tomber. Notre Daniel revient souvent sur les affiches, si vous êtes observateurs. On aime ça le placer, c'est notre. Ben, Daniel, écoute, je l'adore, Daniel, puis souvent il y a des gens qui rient de lui pour les mauvaises raisons. Mais quand Pierre l'a engagé, je trouve que Pierre, il lançait un message très fort parce que Daniel est avec nous depuis 1997. Si Daniel peut, tout le monde peut. S'il y a une place pour Daniel, il y a une place pour tout le monde à Fantasia. C'est un mélange. Voilà. C'est le plus beau mélange d'inclusion. Je sais que c'est dur à dire, là, mais ça démontre que, regarde, on n'est pas là pour faire plaisir à des premiers ministres en cravate. Puis, je pense que c'est l'autre secret de Fantasia, c'est que le public se reconnaît. Fantasia, c'est un grand divan de 700 places. Nous, en avant, on est comme des chums qui invitent du monde sur le divan à regarder des films, puis là, on ferme la lumière, puis on regarde le film ensemble, on parle fort des fois pendant le film, on rit fort. C'est ça la dynamique. Je pense que le public se reconnaît en nous. Puis Daniel est un de ces éléments-là qui fait qu'il n'y a pas un autre festival qu'un Daniel sur la planète. Non, c'est vrai. Il est unique. C'est respectueux ce que je dis là. Je veux dire, je l'adore, Daniel, vous le savez. Là. C'est un incontournable, ce gars-là. Puis il est fin, puis il connaît son cinéma, puis il est unique. Il y a juste un Daniel, puis tu sais, c'est justement, c'est l'inclusion, tout le monde est invité à Fantasia. Exactement. Quel autre festival que tu n'as jamais visité que tu aimerais ça aller visiter un jour dans ta vie? Le Festival de Cannes. Festival de Cannes. Je suis en train d'organiser Fantasia, j'ai pas le temps d'y aller. C'est notre festival, fait que physiquement, je peux pas. Parlant d'organisation de laisse tomber, j'y ai déjà été, moi, à Cannes, ça vaut pas Fantasia, oublie ça. Yes, ça serait quoi si tu avais à organiser une conférence à Fantasia, là, ta conférence, là, ton top of the line, ça serait quoi la conférence que tu organiserais? Que tu aimerais organiser, là? Quelque chose. Avec un invité? Ou... Avec un invité, n'importe quoi, whatever. Ben, j'en fais un peu à chaque année, puis je t'avoue que je me fais vraiment plaisir à chaque année. Comme par exemple, cette année, j'en fais, puis check le line-up. Stéphane Lapointe, Sénécal, Jean-François Rivard, Maude Morissette. On va parler des séries de genre au Québec, ce que c'est, puis ce que ça pourrait être, puis ce que ça devrait être. C'est cool, ça, tu sais. Tellement. Puis Éric Piccoli. Puis en plus, c'est Éric! Éric Piccoli, Jean-François Rivard ont déjà été colocs. Fait que, tu sais, la bande, elle va être bonne, tu sais. J'en organise une aussi cette année avec les Roadkill Superstars. On va parler de l'adaptation, le passage du film au jeu vidéo de Turbo Kid. Puis Matos va être là, puis la gang de Outer Minds qui ont fait le jeu vont être là. Tu sais, ça, c'est vraiment cool. C'est important aussi, je veux dire, on veut vraiment avoir de l'horreur du genre québécois, ça, il faut vraiment les amener sur la scène, puis tu sais, passer le message, là. Les Roadkill ont donné le droit à la planète entière de faire des films de genre, de se promener à travers la planète avec, puis pas n'importe quel film de genre, des affaires gluantes, des affaires gore, des affaires remplies de jokes internes, des références aux années 80, mais ils ont tellement, il y a une bonté puis un amour du cinéma à travers tout ça, que c'est toujours, eux, ils ont compris la différence entre la copie et l'hommage, ils sont toujours dans l'hommage, jamais dans la copie. Exact. Mais ce serait quoi ma conférence idéale des gens qui sont toujours vivants? Écoute,
Il y a un gars qui n'est pas venu à Fantasia encore. Ouais. Ceux qui viennent, c'est Quentin Tarantino. Puis s'ils viennent, je donne une carte blanche à la Cinémathèque, je garde programme les 10 films que tu veux à la Cinémathèque. Yes. Je veux que tu aies du fun, je veux que tu t'amuses. Et écoute, j'aimerais asseoir, tiens, on pourrait asseoir Takeshi Miike, j'aimerais ça. Quentin Tarantino, puis Daniel. Voilà. Wow! Guillermo del Toro. Puis on geek out de cinéma. Ça serait malade. J'achète le billet. Écoute, petite dernière question rapidement qu'on demande à tous nos invités. Est-ce que tu es plus Freddy ou Jason? Freddy. Freddy? Un autre Freddy? Moi et Martin, on est contents. Ouais. Freddy est en train de l'emporter. Ouais, mais Freddy on dit tout le temps, par exemple. Jason. Mais Jason, c'est tout le temps Jason en quelque part, alors que Freddy, au moins, tu as des variations dans le modèle. Ouais, mais attends, Marc Lamotte, t'es toujours Marc Lamotte et pourtant on t'aime. Pourtant, tu vois, dans mes meilleurs pires films, là, Jason 10, Jason X. Oui! Moi, c'est Justin Grand Nanar, brillant. Écoute, c'est extraordinaire. Écoute, il y a des retournures de situation dans les Friday que j'adore. Ouais. Mais j'ai jamais eu un des films où j'ai eu le plus peur, où j'ai été. Écoute, j'ai vu ça en salle le soir de sa sortie. C'était Nightmare on Elm Street. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur 3 fois au cinéma. Texas Chainsaw à 17 ans, au cégep de voir mon petit. Là, j'avais fumé du pot. La deuxième fois, Halloween. Je suis sorti avant la fin d'Halloween. J'étais une je vous l'ai dit. Je suis allé voir le soir de sa sortie. Puis là, je regarde ça, je me dis, Chris, un gars avec un couteau, ça se fait une fille possédée du diable, je m'en tabarnak. Un vampire, ça se fait pas, mais un gars avec un couteau, ça se fait à tous les fucking coins de rue. Puis là, t'as l'infirmière qui est dans l'auto, qui attend, il pleut. T'as Michael qui est rendu sous le toit. Puis là, tu sais pas par où tu vas sortir la main. En tabarnak, je suis pas capable. Je me suis levé, je suis sorti, quand même. Wow! Le lendemain, je suis tellement pissou que je suis retourné le revoir. Là, je l'ai vu au complet. Puis depuis ce temps-là, je suis un gros fan à vie. Mais oui, ça a été une des fois. Puis écoute, j'ai eu peur à Freddy. J'étais un bon public de films d'horreur, mais maintenant, j'ai plus ce genre de peur-là. Je sursaute à rien, je suis très vocal. Ouais. En même chose, je pleure beaucoup des. Vous m'entendez aussi au film. Je suis très émotif. Je suis un bon public. Tu sais, j'aime pas. Je suis un bon public. Mais tu sais, Freddy, il donne des cauchemars. Puis ça marchait avec le premier. Le monde, il dormait pas pendant des jours. Tu sais. Puis certains des plus beaux cauchemars sont dans le 3e. Le gars qui est en marionnette. Ah oui, c'est une crise de belle shot. Non, c'est. Écoute, Marc, on parle de Fantasia depuis le début. Puis il y a une question que je me pose. Comment qu'on prépare ça, Fantasia? On commence quand à préparer ça, puis on finit quand de le préparer? Ça arrête jamais. Le mois de septembre, écoute, on est en relation constante avec des studios, avec des producteurs. Donc, on est déjà au courant de films qui vont se tourner dans 1 an, dans 2 ans. Fait que, il y a 25 ans, je t'aurais pas répondu la même chose. Mais aujourd'hui, maintenant, je te dirais que la moitié des films nous sont soumis. L'autre moitié, c'est nous qui sommes en relation avec des studios, des distributeurs, des producteurs, donc des gens qui reviennent à nous année après année, qui ont des choses à nous recommander, qui nous refilent des amis qui, eux, viennent en disant. Ils ne veulent pas aussi, on développe beaucoup de relations avec les autres festivals. On est jury dans d'autres festivals, on se promène, on s'échange des invités, on s'échange des trucs, on s'échange toutes sortes de choses. Fait que ça se fait à l'année. Fait que, écoute, on commence déjà à programmer. On a déjà une liste de films avec une 40aine de titres à la fin septembre. Ah ouais. Parce qu'on est allé au Festival de Toronto. On me disait, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Puis évidemment, après ça, ça monte, mais le gros crunching time, il ne faut pas se le cacher, c'est entre février et avril. Puis s'il y a des réalisateurs qui nous écoutent, attendez pas à date limite pour envoyer votre film. Je veux dire. Vous avez toute une année pour l'envoyer, puis plus vous l'envoyez tôt, moins ça vous coûte cher. Puis souvent, à date limite, quand que les gens soumettent les films, ben nous, on a déjà beaucoup de choisis. Fait qu'on ne les regarde pas de la même façon. Puis quand on reçoit 300 films dans la même semaine, on ne les regarde pas de la même façon que quand on a le temps de les regarder. Ouais. Puis si votre film il était prêt il y a 1 an, pourquoi vous avez attendu à date limite pour me l'envoyer? Moi, j'ai une question pour toi, Marc. Oui, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des réalisateurs qui aillent vous voir et disent, s'il vous plaît, faites passer notre film à votre festival? Ah ben oui. Ouais. Encore après-midi, j'en ai une qui m'a appelé et j'ai dit qu'il était trop tard.
C'est sérieux. Parce que c'est de la notoriété à cette heure. Je veux dire, quand tu passes à Fantasia, c'est parce que, Colin, tu le mérites, right? Ah, ben, regarde, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est Robin Aubert. Il voulait absolument ouvrir les affamés à Fantasia. Il disait, c'est le film pour Fantasia. Je l'ai fait pour Fantasia. Puis, maudit, il l'a présenté à Toronto puis au FNC. Puis à Toronto, finalement, il a bien fait. Écoute, ça a été élu meilleur film canadien de l'année. Ça a tellement bien servi le film. Puis c'est un peu le problème qu'on a à Montréal. Puis, ben, le problème, c'est Toronto exige des premières mondiales. Donc, si le film a passé à Fantasia, nous, il ne peut pas jouer à Toronto après. Donc, Toronto a toujours le premier choix sur les grands films. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à voir, même les Takeshi Miike, ces films-là, Toronto est juste avant nous, puis Toronto va refuser un film s'il a joué à Fantasia. Donc, des fois, mais attends, Toronto, ça peut être aussi big que ça veut. On est quand même à Fantasia, c'est nettement mieux. Donc, c'est n'importe quoi. Du coup, on va envoyer la chronique du n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi on the road of the terror. Marc, est-ce que tu as reconnu la voix qui chantait? C'est Rémi Fréchette qui nous a fait le thème. C'est tout. C'est vrai, il fait de la musique de thème. Il est venu sur le show à la première semaine, puis on a passé 2-3 de ces musiques qu'il a faites en pandémie, puis j'ai dit « Hey Rémi, c'est vraiment n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais ça serait le fun, tu pourrais nous faire un thème. » Puis il est arrivé avec ça une semaine plus tard, puis depuis ce temps-là, on est comme « Wow, c'est extraordinaire. » Je sais pas si je suis très content, mais c'est comme la réincarnation en quelque part de Normand Lamour pour moi. Ouais, t'es pas loin. En fait, moi, c'est la première fois là, que c'est moi qui fais la chronique du n'importe quoi. Puis là, ben, c'est comme la carte blanche, je peux choisir n'importe quoi. Puis moi, ben, j'ai décidé de choisir Fantasia parce que, ben, c'est pas n'importe quoi, justement. C'est une des raisons qui a fait que j'ai déménagé de Chicoutimi à Montréal en 99 parce qu'il n'y avait rien qui se passait au Saguenay. Tu veux écouter des films, tu les écoutes en version traduite dans les clubs vidéo. Les cinémas, bon, ça présente évidemment juste les blockbusters. Il n'y a pas de show, je suis un triple de musique. Donc, moi, j'avais reçu, en 98, un de mes chums avait posté le programme de Fantasia qui avait Spawn ainsi que d'autres films. Le fameux film de Spawn qu'on a tous oublié. Merci. Puis quand j'ai reçu le programme, j'ai lu ça, moi, avec le gars qui avait lu les Mad Movies, puis les Fangoria, puis tout ça, j'ai capoté ma vie. J'ai fait, moi, il faut que je vois ce festival-là. Puis l'année d'après, ben, je suis déménagé en janvier 99. Puis à chaque été, ça a été mon rendez-vous annuel avec mes chums. On allait commencer par 10 la première année, après ça 15, 20. Je pense à un moment donné, je me suis ramassé à aller voir 50 films dans l'année. Je me suis mis à travailler aussi pour Ubisoft Montréal. Je me suis occupé de la commandite aussi. Je travaillais beaucoup avec Marc là-dessus. J'aimais tellement Fantasia que je lui donnais mon temps pour traduire des textes. J'écrivais des textes. J'ai même une année été co-rédacteur en chef du programme. J'aime tellement Fantasia que j'ai acheté le sketch original de Heidi Taillefer qu'on voit juste ici en arrière de moi. Oh, wow. Qui a fait justement la couverture du programme. Je pense que c'était en 2006, si je ne m'abuse. Tu sais, pour vrai, moi, Fantasia, je l'ai tatoué sur le cœur. Depuis que je suis papa, ben, je vois un peu moins souvent. Ça fait ça. Puis on parlait tantôt de 2009. Moi, je trouvais que c'était une entrevue où il faut que je raconte l'histoire visuelle des posters. Ah, OK. Tout de suite après votre entrevue, c'est une entrevue que je dois faire par écrit. Fait que c'est ça, il faut expliquer la stratégie visuelle. Donc, je le confirme. Ben oui, Heidi Taillefer, tu sais, qui en avait fait un auparavant, puis elle en a fait un autre après. Elle a fait 3 affiches absolument sublimes, mais celle-là, moi, c'était ma préférée. Mais Fantasia, tu sais, c'est juste du bonbon. C'est le fun. Tu sais, on en parlait tantôt, on vieillit, tout ça. Ben, on a moins de temps, on a moins d'énergie. Moi, j'ai un enfant, je vois un peu moins à Fantasia, mais à chaque fois que j'y vais, je retrouve ça, cette espèce de communauté de tripeux. Puis aussi, tu sais, on parlait des invités. Puis moi, je préfère aller voir les screenings qui a des invités, parce que moi, je suis un curieux, je veux en savoir plus sur le film, les Q&A, les tables rondes, ces trucs-là. Puis ils capotent leur vie aussi, eux autres, là, quand ils sont là, puis ils se font faire des ovations debout pendant 10 minutes. Tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y avait des grands réalisateurs ou des acteurs cultes qui étaient là, puis j'étais là pour voir ça de mes yeux.
Puis merci Fantasia, merci Marc, vraiment pour ce grand festival-là. Puis cette année, on va avoir une couple de projections en présentiel. Fait que ça va être très cool. J'ai bien hâte d'y aller, pas d'invités, parce que c'est plus compliqué là, pour voyager de ce temps-là. Mais là, avant des invités, le film d'ouverture, le réalisateur va être là, le beau Roy Dupuis va être là. Ah oui, des invités locaux. Ouais. Va être là, à peu près tout l'union des artistes devrait être là aussi. OK. Des locaux, parfait. Bien, au show de Jackson 5, je devrais avoir 5 ou 6 réalisateurs sur scène aussi. On va s'arranger pour avoir du monde, n'inquiète-toi pas. Mais oui, ça reste qu'on est limité à 200 personnes à l'Impérial sur 800 places. Fait que c'est quand même... il y a juste une salle de bain par sexe, puis il y a une seule porte principale. Donc, si il y a le feu, tout le monde sort par la même porte. Donc, il y a plusieurs contraintes qu'il faut prendre en considération pour établir, alors qu'au cinéma du musée, on a le droit à 90 billets pour 300 places assises. Donc, ça va être ça. Mais écoute, Fantasia, le 25e, pas présentiel, ça se pouvait pas. Il fallait absolument le faire présentiel. Fait que même si on est un tiers d'Impérial, mais c'est un tiers d'Impérial qu'on va avoir. Puis pour nous de revenir dans notre alma mater, pour nous de revenir là où la folie contagieuse a commencé, là où la tribu a pris forme, c'était vraiment à l'Impérial en 96. Puis c'est là qu'on vient avec les rideaux, avec les sièges rouges. Fait que même avec la distanciation, ça va être le fun, ça va être cool. Ça va être comme de se retrouver aussi parce que j'ai travaillé l'année passée, j'ai vu aucun de mes collègues, j'ai pas vu Pierre, j'ai pas vu Pierre, on se voit pas. On se voit à travers un maudit écran, non? Comment ça va être c'est pas pareil. Puis, écoute, vous le savez, vous avez des jobs, vous aussi. C'est qu'au quotidien, à un moment donné, ça va pas bien dans ta journée, mais un collègue de travail qui te remonte l'énergie des amis avec qui tu travailles, tu ne l'as pas à la maison tout seul. Puis Fantasia, c'est très important parce qu'on est fatigué, parce qu'on travaille fort. C'est pas pour rien que c'est un cheval qui est notre symbole. On dort pas, on est tout le temps debout, tu sais, on travaille fort, on court vite, plus vite que bien les animaux. Mais c'est ça, fait qu'on a besoin de se voir, on a besoin de contact. Fait que moi, je suis vraiment content de revenir. Donc, 17 projections à l'Impérial quand même. Oui, quand même. Puis écoute, le site est en ligne. Venez nous voir, www.fantasiafestival.com. Je ne sais pas si au moment où les gens vont regarder notre épisode, s'il va rester des billets, là, mais en tout cas. Il y en aura sûrement plus parce qu'on va être le 6 août. Fait que, ça va être ouvert hier, mais c'est pas grave. Mais moi, je l'ai rajouté, tu sais, pour, c'est sûr que c'est 100 fois plus le fun quand on est là. Mais pour quelqu'un comme moi qui vient de Gatineau et qui n'est pas à Montréal, qui a un passeport de disponible pour écouter tous les films, c'est le fun en tabarnak, là. C'est sûr que c'est un avantage pour toi, Martin, cette année, là. Ça, c'est indéniable. Moi, je voulais juste faire du pouce tantôt sur, Marc, ce que tu as dit tantôt sur les origines du festival, que vous êtes tous rencontrés dans un club vidéo. Moi, j'ai vécu longtemps dans Hochelaga Maisonneuve, puis on avait le club vidéo, le 7e, avec le Café Atomique qui a survécu, qui a été lancé par Martin Sauvageau, un des premiers fondateurs de Fantasia. Tu sais, comme tu me disais, il y avait un club vidéo à Brossard, ça, je ne savais pas en tout. Puis justement. De 87 à 91. Puis grâce à Martin. Et les gars, quand ils ont vu que le Super Club Vidéotron arrivait à Montréal, à Brossard, ils se sont dit, OK, la game achève, ça va changer. Ils ont vendu Santo Vidéo et ils ont fondé Vision Globale avec ça. Ils ont investi dans une petite compagnie qui faisait à l'époque de la multicopie de cassettes vidéo. Et c'est devenu Vision Globale. Vision Globale, au fil des années, est devenu le plus grand fournisseur de services techniques au Canada, rivalisant avec les grands studios de ce monde. Mais au début, ce qu'ils faisaient, c'était de la multicopie de cassettes vidéo. Et Fantasia était en fait commandité par Vision Globale de 1996 à 2001 parce qu'on appartenait à Vision Globale. Pierre Corbeil était le président fondateur de Vision Globale et le président de Vision de Fantasia. Puis en 2001, il a réalisé que Fantasia avait du potentiel, puis qu'en quelque part, il y avait plus de fun avec le projet Fantasia, puis que c'est difficile pour lui de mener 2 vies parallèles. C'est comme avoir 2 familles, puis à un moment donné, tu peux pas, là, tu sais. Puis Martin est allé à ses premiers amours. Il est parti à un club vidéo par la suite. Martin s'est reparti à un club vidéo qui était un peu dans le même esprit que ce que tu parlais du Santo Vidéo. Il travaillait là, mais il n'est pas parti. C'est pas un démarreur, mais il travaillait là, oui. Oui.
Puis c'est grâce à lui que j'ai pu justement avoir les premières copies des premiers programmes du festival que j'avais pas assisté. Parce que moi, j'étais un collectionneur, évidemment. J'avais besoin d'avoir toutes les copies de tous les programmes, même si je n'étais pas allé. On le salue, Martin. Ouais, on le salue, mais moi, je me dis d'un coup, là, ok, Fantasia, c'est bon, parce que vous vous êtes tous rencontrés dans un vidéoclub. Mais imagine le restaurant si vous étiez rencontrés dans une boucherie. Ça aurait été malade! Je pensais qu'il allait nous partir l'anecdote. Ouais, non, il nous reste un petit 5 minutes avant l'anecdote de Martin. Moi, j'ai une question, Marc. CTVM, tu fais beaucoup d'articles pour ça aussi. Tu peux-tu nous parler de ça un peu? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Peut-être qu'il y a des gens qui lisent les articles sans savoir que c'est toi qui es fait. Puis, parle-nous de ça un petit peu. Ah ben écoute, il y a une partie de moi qui est très archiviste, puis c'est mon amour pour les vieux films, c'est mon amour de DJ. Puis avec Ciné TV Vidéo, j'ai une espèce de carte blanche où il me laisse écrire un peu sur n'importe quel sujet. Donc, par exemple, je viens de terminer une série sur les créateurs des premiers vidéoclips au Québec. Donc, avec Éric Canuel, avec Alain Desrochers. Qui c'est qui est le tout premier clip qui a été tourné au Québec? Le tout premier clip. Ah boy, attends une minute, c'est Luc Larochelière, je sais pas. Mais non, bien avant ça. Ça devait être Pagliaro. Yves Jacques, on ne peut pas tous être pauvres, 1981. C'est le premier clip professionnel. Yves Jacques, dans le temps qu'il était chanteur punk. Oui, je vous invite à aller trouver ça en ligne. Puis c'est ça, c'est plein d'affaires comme ça. Tu sais, Gabriel Pelletier, Carmina, vous connaissez. Oui. On l'a eu sur le show. C'est ça, Chris. James Salvio, Brandvan. Ben c'est ça. Fait qu'en quelque part, beaucoup des grands réalisateurs qu'on aime ont commencé avec le vidéoclip. Je trouve ça intéressant. Puis j'aime de parler du vidéoclip, l'évolution de Maxime Demers. Fait que j'ai été dans toutes sortes de générations. Fait que ça me permet de geeker out musique avec ce monde-là. Parler de quelque chose qui me tenait à cœur dans les années 90, les vidéoclips avec ces gens-là. Parler de création, mais en même temps parler de cinéma, parce que c'est de ça aussi qu'on parle quand on parle de vidéoclip. Pendant la pandémie, j'ai fait une série sur des films québécois qui dealaient avec la pandémie ou avec des crises sociales. Fait qu'écoute, c'est juste du gros fun, mais l'idée, c'est pour moi, j'aime ça, aller chercher des réalisateurs, puis surtout des réalisateurs qu'on connaît moins, des films qu'on a oubliés, les dépoussiérer, pour avoir du fun, ou trouver comme ça des éléments d'histoire que j'ai peur qu'ils disparaissent. Pour moi, le vidéoclip est tout aussi important que le cinéma, puis je veux pas que ça disparaisse, puis je suis en train d'essayer de travailler à convaincre Québécois de faire un fonds un peu comme Éléphant pour restaurer le vidéoclip. C'est mon prochain grand rêve, en fait. Ben, c'est tellement une bonne idée parce que, tu sais, Musique Plus, ça a tellement été quelque chose d'important dans la culture québécoise. Tu sais, pour vrai, ça a changé des vies, là. Tu sais, ça nous a fait découvrir un paquet d'artistes. On était scotchés devant nos télés pour, justement, espérer que ça allait passer. C'était bien avant YouTube et tout ça. Puis, à cette heure, ben, ça n'existe plus, ça. Il n'y en a plus. Même MTV, ça diffuse plus de vidéos, là. Tu sais, c'est de la télé-réalité. C'est du lifestyle, c'est ça. Moi, j'avais aussi une question, commentaire un peu aussi que moi, tu sais, à chaque fois que je vais quelque part, que ça soit à Vitesse Lumière ou à Space, moi, Fantasia, c'est normal parce que tu es là, ou je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été à Frisson du Nord, Marc Lamotte est toujours là. Je trouve que tu es une personne généreuse dans le sens que tu t'impliques beaucoup dans le cinéma de genre. Dans la communauté. Tu es toujours là pour répandre ça, puis tu es toujours disponible puis présent. C'est comment c'est important pour toi, le genre, sérieusement, au Québec? Ben, écoute, je te dirais que tout se résume à mon travail de DJ. Ça fait quoi un DJ sans faire une bonne tune? Ça veut juste la spinner pour la partager à ses amis. Ouais. DJ, that's it, that's all. Partage, ben oui, carrément. C'est une question de partage. Puis moi, c'est ça que je fais. Je vois un bon film, je veux le partager. Puis à un moment donné, c'est des festivals que tu réussis à rencontrer d'autres mondes comme toi, puis triper comme toi, puis à un moment donné, on se fait des amis, puis c'est des grands amis. Tu connais Carniard, tu connais 69, Robert Lafontaine, puis les organisateurs de festivals de films, c'est des gens au grand cœur, c'est des passionnés. Ils ont Moby Dick à la place du cœur, ces gens-là, tu sais. Ils préfèrent de l'argent, non, est-ce qu'ils investissent tout dans un festival, puis si on est chanceux, on ne perdra pas d'argent, tu sais. Ouais. Ces gens-là m'invitent, je vais y aller. Moi, je veux voir des films. Puis c'est aussi comme ça que tu découvres des films, que tu découvres des réalisateurs, après, que tu deviens ami, puis après ça, ils te refilent des films après. Fait que le réseautage, c'est le grand secret des programmateurs. Puis réseauter, c'est mon grand secret. Tu as mis le doigt dessus.
Tu parles d'aller juste pour rencontrer des gens. Moi, ça m'arrive souvent, à toutes les années, je me prends une journée, puis je dis à ma blonde, OK, bon, ben, samedi prochain, là, c'est Fantasia. Je m'en vais à Fantasia. Tu t'en vas voir des films? Non, non, non. Là, jadis, j'allais au Irish Embassy, mais là, malheureusement, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais j'arrivais là à midi environ. Puis là, il y avait un de mes amis qui venait avec moi. Je m'assisais. Puis il était, on fait quoi ici? On est à Fantasia, ça va prendre une bière. Check bien ça. Puis là, t'es là jusqu'à 2 heures du matin parce qu'à toutes les heures, tu as quelqu'un de différent. Tu as quelqu'un qui vient du Canada, des États-Unis que tu connais. Fait que tu passes une journée incroyable, juste à être assis en rencontrant plein de monde que tu savais des fois même pas qu'ils sont en ville. Fait que c'est une des grosses forces de Fantasia que mais là, Steve, j'avais même pas lancé l'anecdote. Mais c'est pas moi qui dis l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Ça, c'est une façon de Normal Amour. Ça, c'est sa sonnerie. C'est la sonnerie vidéo qui a fait. Il y a le téléphone qui sonne, Vous là en ligne, ça existe. Wow. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Bravo! C'est juste moi pour le fun. Mais il a été subconsciemment influencé par Normal Amour, c'est sûr. On l'est pas, vous êtes cosmique. Ça donne bien parce que, comme Christophe, ça donne en même temps que le Fantasia. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le Fantasia. C'est juste qu'en 2004, nous autres, on allait à Fantasia, évidemment, parce qu'on voulait avoir des bons films. Puis moi, quand je viens de Gatineau, je peux pas passer une semaine complète pour écouter des films, au moins qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la région pour que je puisse coucher là. Mais ça me coûte cher de vacances, mettons. Ah ouais. Mais ça donne que quand ça arrive, moi j'arrive une fin de semaine, dépasse plein d'argent pour aller voir n'importe quoi que je veux. Des fois, ça peut être vraiment juste la liste de films qui jouent en ce moment. Mais vous savez, le festival Fantasia, ça se passe aussi en même temps que le festival Juste pour rire. Et c'est drôle parce que en 2004, quand il y a eu le festival Juste pour rire, il y a eu un spécial Evil Dead de Musical. J'étais là. Je suis comme, c'est quoi ça, cette affaire-là? Un musical de Evil Dead, t'es supposé de faire quoi avec ça? So, j'ai dit aux gars que je suis devenu ami avec, Jim et Jeff, qui faisaient aussi des films d'horreur et qui ont été présentés aussi au Festival Fantasia. J'ai dit, il faut qu'on aille voir ça. Je suis curieux, ça parle dans le journal d'un splatter zone. Je dis, faut qu'on aille là, puis il faut aller dans le splatter zone. Puis ça donne, tu sais, que c'est général. So, premier arrivé, premier servi. Nous autres, on arrive là, puis les tables en avant sont libres. On ne sait pas pourquoi vraiment. Mais on s'est dit, ça s'appelle le splatter zone, on va l'essayer. Tu doutais un petit peu, là. Tu t'en doutais. Ben, écoute, j'ai des photos. J'aurais dû les envoyer avant pour que Steve puis Stéphane les montrent. Mais nous autres, quand le show a commencé, puis au moment que ça a commencé à saigner, c'est là qu'on a fait « Holy fucking shit! » Le sang a commencé à voler sur nous autres. Puis, à chaque fois qu'il y avait une scène saignante, ça revolait sur nous autres. Moi, j'étais habillé en blanc en plus. J'avais du sang partout. Et le plus drôle, c'est là que l'anecdote est vraiment drôle, c'est que le show est fini. Moi, je suis plein de sang. Nous autres, il faut qu'on s'en retourne là, chez Jim et Jeff. Comment qu'on s'en retourne là? Dans le métro! So, vous pouvez imaginer qu'est-ce que j'ai de l'air avec la gang qui, eux autres aussi, sont très saignants. So, on rentre dans le métro, on est plein de sang, les gens n'arrêtaient pas de nous regarder. Ils pensaient qu'on avait tué quelqu'un. Ils pensaient sérieusement que, OK, il y a quelque chose qui est arrivé, ils se sont battus avec du monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on était 4 qui étaient pleins de sang. Magnifique. Ça me rappelle quasiment une scène de Actum Major où on avait dans la scène écrasé une vieille madame, puis on avait du sang sur la vanne, mais là, on se promenait dans la ville de Gatineau, puis là, on pensait qu'on avait rentré dans quelqu'un. C'est un film que tu as fait, ça, Martin? Oui, c'est un film que j'ai fait, Death Rally, qui a joué aussi dans Fantasia. C'est tout rattaché à Fantasia. Tout ça pour vous dire que j'ai tellement aimé l'expérience de Evil Dead, de musical, que j'ai vu le show 5 fois. Sacrement, pour vrai! Et à tous les fois que j'ai eu la chance d'aller dans le Splatter Zone,
j'y ai été. Jasmin était avec nous à Toronto et lui, il a eu la chaudière au complet d'en face à côté de nous autres. C'était mourant. C'était mon anecdote pour cette émission. Oh wow, ben, Martin, moi aussi, je suis allé. C'était co-présenté par Fantasia, justement, cette année-là. Puis moi, j'avais capoté ma vie. J'étais allé aussi dans la Splatter Zone. Je pense que j'avais un chandail noir, par exemple. Là. Tu sais, j'étais un des chandails de band. C'était moins pire là, pour après. Mais il y avait Tom Sullivan qui était là. Oui. Puis j'ai justement une photo. J'ai eu un morceau du livre du Necronomicon qui m'a donné et que j'ai encore ici. Et d'ailleurs, tu sais, c'est dans le documentaire de Hell to the Deadites avec effectivement. Très bonne anecdote. Marc, on veut attendre une anecdote. Ben oui. On en a donné plein depuis le début du show. Mais quelque chose de croustillant avec un invité à Fantasia. Quelqu'un qui a pété une coche ou qui était vraiment drôle ou je sais pas. Qui se raconte qui est cute puis qu'aujourd'hui, le gars a un peu changé. Fait qu'on, écoute, 2011, on présente Karaoke Dream, un film de Jean Leloup. Jean Leloup m'invite d'abord dans son appartement pour voir le film parce que j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Et il arrive 1h30 en retard avec une caisse de vin. Pas une caisse de bière, une caisse de vin. De vin, 24 bouteilles de vin. Pas d'étiquette. Probablement en vrac. Fait qu'on commence à regarder le film, puis ça me gêne un peu de l'écouter. J'aurais aimé l'écouter sans lui, parce que t'as l'impression que puis comme ça. Un chapeau. C'est pas facile, puis lui il cale, puis lui il cale, puis lui il cale. Il en a ça à faire. Oui, Dieu merci. C'est juste pour lui. Écoute, je dis, écoute, laisse-moi y penser. Je pense que j'ai aimé ce que j'ai vu. Laisse-moi y penser un petit peu. Fait qu'il me rappelle 3 jours plus tard, il dit, si c'était pas un bon montage, je reviens, je l'ai changé. Il avait remonté le film au complet, asti. OK, regarde, j'ai pas compris ton premier cut, je comprends encore moins celui-là. Il dit, OK, je comprends ce que tu veux dire, OK. Il a fait le montage 4 fois, puis c'était jamais le même fucking film. Fait qu'après la fin, je me suis dit, regarde, c'est celui-là, je veux tout, je l'ai pu, il est parfait. L'œuvre d'art, là, c'est que tu t'as fini jamais. Tu l'abandonnes. Abandonne! C'est le temps, là. C'est bon. Je pense ça, je prends le passé, je prends le défendre. La journée de la première arrive, Jean Leloup est très, très nerveux. On fait des entrevues devant Concordia. On est au coin des rues Maisonneuve et Bishop. Il est à peu près 12h30. On est en train de faire une entrevue avec la presse et je ne sais plus quel autre média. Et Jean Leloup est en train d'expliquer qu'avec ce film-là, c'est l'artiste qui se met à nu devant le public. On le croit pas. Il se calisse tout nu, puis il part à courir. Puis là, moi, je cours après Jean Leloup, je prépare de culotte en disant « Jean-Christ, il a fait le tour complet de l'université, tabarnak, en courant tout nu. Tu m'en aurais avec une culotte. Jean, viens, calisse. » Wow. Écoute, c'est une excellente anecdote. Et ça finit à 2h30 du matin au Irish Embassy. Après le screening. Je voudrais spécifier aux auditeurs que c'est la deuxième anecdote qu'on a sur Jean Leloup dans nos émissions. Ouais? C'est vrai. Dans la première? C'était Jordan Saint-Louis qui nous a parlé de Jean Leloup. Non, tu peux pas me parler de ça. Je pense que c'est ça là que vous avez coupé au montage. Ouais, ça, je pense que c'était comme off-road, hors route sur le côté. J'ai rien dit. Mais Jean Leloup, c'est tellement un iconoclaste. Il est incroyable. Tu sais, il n'y a personne qui est comme lui. C'est un alien. Il est fantastique. Oui, c'est un grand artiste, il est intègre, puis écoute, maintenant il est médicamenté, maintenant il a arrêté de boire, fait que le meilleur de l'homme en concentré, bien que l'ancienne version était vraiment drôle, puis le fun aussi. Ça a été une grosse journée, la journée. C'est ma journée avec Jean Leloup, jusqu'à la toute fin de la projection. Puis écoute, le film, il est intéressant. C'est ça qui est fun. Il essaie de faire un film, mais je sais pas si vous connaissez l'album Low de David Bowie puis de Brian Eno. Ils sont achetés des keyboards, ils ont déchiré les livres d'instruction, on dit OK, là on s'amuse. Et c'est un peu ça que je trouve qu'a fait Jean Leloup avec son film, c'est regarde, j'en ai pas de structure, genre free for all. Je te parle, là, c'est de même ça sort, puis fait que c'est comme écouter Jean Leloup parler pendant 1h30 de toutes sortes d'affaires, de n'importe quoi, puis ça va dans toutes sortes de directions. Il y a des flashbacks de 45 minutes, toutes sortes d'affaires.
Puis c'est juste le fun de voir Jean Leloup qui s'amuse. Puis des fois, il joue dans le film. Puis c'est lui qui fait le soundtrack avec sa blonde sous le nom de The Lost Bands, je pense, de Lost Souls. Ouais. Mais écoute, ça reste que c'est resté un grand ami qui demeure encore dans le quartier. Dans le Myland, hein? Oui, dans le Myland. Donc, on se voit encore régulièrement. Mais oui, ça a été... Écoute, de choisir un mix du film puis l'entrevue avec Jean, ça reste deux de mes meilleures anecdotes. Ça l'a pas arrêté d'être un artiste incroyable côté chanson, par exemple. Il fait d'excellentes chansons. Comment finir un show incroyablement parfaitement? On arrive déjà à la fin du show. Marc, je pense qu'on aurait pu parler avec toi pendant 3 heures parce que c'était tellement intéressant. Je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps de nous jaser. Puis j'espère vraiment qu'on va se voir à Fantasia cette année. Il va y avoir des JLCL 5 encore, je présume. Oui, le 13 août au cinéma du musée et en ligne du 14 au 25 août. Si vous venez au musée, vous avez une intro de 25 minutes qui est juste pour vous autres et pour personne d'autre. Je vais dire chaque année, mais c'est peut-être un de mes meilleurs choix. En tout cas, pour le moment, c'est mon meilleur. Je l'aime, il est tête. Je trouve qu'il dit exactement ce que je veux dire. Je trouve qu'en termes de timing, il fonctionne bien. Je le sens bien, celui-là. J'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est quoi la thématique cette année? On vit dans un monde de fous, puis je t'offre 26 preuves différentes de ça. Ça va être intéressant, Ça commence dans la comédie, puis ça finit dans l'horreur. Puis entre les deux, tu as des comédies d'horreur. Ah ouais, mon favori. La vie, c'est peurant. Ouais, c'est clair. Très intéressant. Écoutez, merci tout le monde d'avoir été là sur le show. Merci Marc encore. Je vais prendre un petit deux petites minutes comme d'habitude pour remercier les bières philosophales là, qui nous nourrissent à toutes les semaines. Je le dis à toutes les semaines. Film fanatique, horreur fanatique aussi, qui sont les partners sur le show. Et allez sur YouTube, allez subscriber. Hey, j'ai juste le mot en anglais. Subscriber, s'il vous plaît. Abonner. S'abonner sur notre chaîne YouTube. Allez nous aimer sur Facebook. Liker sur Facebook. Un peu Patreon. Partout. Podcast. Et oui, c'est sûr qu'on a notre Patreon. C'est toujours agréable de savoir un petit peu. Puis vous avez plein d'extras sur Patreon qu'on vous donne à toutes les semaines. Et des bons shows de hors-route. Allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Effectivement, alors en route, on s'amuse complètement à se poser des questions complètement dingues, puis c'est très le fun. Fait que merci beaucoup, merci Marc, et je vais laisser le dernier mot de la fin à Elzamblar. Bien sûr. Alors oui, moi déjà c'est clair que je tiens vraiment à remercier Marc parce que avec Fantasia j'ai pu voir des gens que j'aurais jamais vus ailleurs, là, genre des Guillermo del Toro ou Marc Hamill, un grand moment. Girl. Oh, écoute, phénoménal. Mais j'en ai une petite dernière pour la route quand même, hein, faut pas oublier non plus. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi les zombies ne mangent pas de popcorn avec les doigts? Non? Personne? Non. Ben, c'est parce qu'ils préfèrent manger les doigts séparément.